Donc, tout d'abord, j'aimerais bien que du coup, tu puisses te présenter auprès de nos incubateurs, voilà, dire qui tu es et nous dire quelle est ton entreprise, ce que tu fais et si tu entreprends seul ou à plusieurs. Ok, donc moi, je m'appelle Floriane, hein. Je suis la présidente et cofondatrice de MyTroc. Alors, ce que c'est MyTroc, on a deux activités. On a une activité, un site grand public, une plateforme où les gens peuvent se donner, se prêter, s'échanger des biens et des services avec ou sans noisettes. C'est la monnaie virtuelle au service du développement durable. Et on a aussi une partie B2B, qui est notre modèle économique, où on développe notre concept. En fait, on duplique notre concept et son impact au sein de grands groupes et d'administrations. Donc, moi, j'entreprends à plusieurs. C'est un choix depuis le départ parce que c'est déjà pas forcément facile tous les jours. Donc, au moins quand on est plusieurs, c'est plus facile. On a des compétences, on est complémentaires, on a des compétences complémentaires. Et puis dans les coups durs aussi, c'est important de pas être tout seul. Donc voilà. Donc oui, on est plusieurs, on est trois associés fondateurs et puis voilà, on a aussi des associés actionnaires mais qui sont non actifs. Et du coup, pour rappel, ton entreprise, elle a été créée quand? En 2015. En 2015. Ça passe très vite quand on entreprend. Mais on vit tellement de choses aussi. Donc, Et du coup, justement, comment est-ce qu'elle t'est venue cette idée de business, de ce concept de MyTroc? en fait, c'est en regardant un peu la société actuelle, la crise écologique, la crise économique, le manque de lien social, et je me suis dit, en fait, je regardais les infos, j'avais vu du troc de babysitting à la télé, et je me suis dit, putain, mais c'est génial, mais en fait, ce truc-là, faut l'étendre à tout, quoi. Tout peut s'échanger. Moi, je dis souvent, tout peut s'échanger, à vous d'imaginer. On est tous complémentaires, on a tous un savoir-faire pour rendre service à quelqu'un, on a tous plein d'objets à la maison qu'on n'utilise pas et qui peuvent être utiles à d'autres. Donc voilà, de là est né MyTroc et c'est la monnaie virtuelle. La monnaie virtuelle, puisque souvent dans le troc, la contrainte, c'est que les besoins sont pas forcément symétriques, c'est pas forcément au même moment qu'on a envie d'échanger, c'est pas forcément la même valeur. Donc cette monnaie virtuelle favorise en fait les échanges et évite toutes les problématiques liées au troc simple. Voilà. Mais il y a aussi des échanges qui sont du vrai troc, c'est à peu près 10 à 15% des échanges. Et est-ce que du coup, c'est d'avoir identifié et voulu lancer ce concept qui t'a motivée à devenir entrepreneuse ou est-ce que c'est quelque chose qui te travaillait déjà avant? Moi, c'est quelque chose qui me travaillait avant. Dans mon autre vie, j'étais dans le domaine artistique. Donc, il y a le côté communication, qui est vraiment, je trouve très proche de ma vie d'aujourd'hui d'entrepreneuse. Et non, j'avais envie de construire quelque chose et quelque chose à impact, en fait, voilà, qui ait du sens. Voilà, faire contribuer, faire ma part quelque part. Voilà. D'accord. Et pour ce qui est donc du quotidien, finalement, comment est-ce que tu trouves ta motivation? Comment tu gères, du coup, les hauts et les bas, forcément d'une entrepreneuse? Est-ce que tu as développé des astuces, des conseils que tu peux transmettre aujourd'hui? En fait, comment je dirais, on a forcément des hauts et des bas. Ce qui est important, c'est d'être entouré aussi dans sa vie personnelle, d'avoir vraiment une frontière entre sa vie personnelle et professionnelle, puisqu'au départ, quand on entreprend, en fait, on est à fond 24 sur 24, 7 jours sur 7, et en fait, on se rend pas compte, mais c'est pas bon. On a besoin de prendre du recul, en tout cas, moi, d'après mon expérience, besoin de prendre du recul, besoin de prendre des vraies vacances aussi, même si c'est plutôt difficile parce que on on regarde toujours ses mails, on a toujours le journaliste ou quelque chose comme ça à faire, mais c'est vraiment, voilà, mettre des barrières le soir. On arrive à la maison, bon, on arrête. On se dit, on arrête, on regarde plus le téléphone, on regarde plus ses mails, et puis on prend du temps pour soi, pour sa famille. Voilà, donc c'est vraiment comme ça qu'on peut arriver à garder le cap, parce que faut garder le cap. Hein. Entreprendre, c'est les montagnes russes émotionnelles. C'est parfois on a l'impression qu'on va voilà qu'on va tout qu'on est les maîtres du monde, quoi, et puis le jour d'après on a l'impression qu'on réussit rien, que personne nous écoute, que voilà, c'est vraiment les montagnes russes. Et justement, en tant que femme et entrepreneuse, est-ce que toi, tu as estimé avoir rencontré des obstacles supplémentaires? Et si oui, comment est-ce que tu as fait pour les surmonter? Oui, je vais pas dire que non, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Aujourd'hui, on est quand même dans une société très patriarcale, et ça se ressent beaucoup dans certains milieux, par exemple le milieu de la finance. Il faut faire une levée de fonds. On est moins crédible, c'est dingue, hein, mais franchement, c'est vrai. On est moins crédible quand on est une femme. Les femmes font moins de levée de fonds. Moi, je suis déjà allée voir des gros fonds d'investissement. J'ai pas cité le nom,
mais qui m'ont dit, nous, clairement, on n'investit pas sur les femmes, elles sont trop dans l'émotionnel. Enfin, je me souviens, en 2000, ça c'était en 2019, enfin, quand même, c'est quand même assez incroyable. Donc oui, moi, je le vois même par rapport à nos débuts, il y avait une boîte qui était concurrente de la nôtre, qui était dirigée par 2 hommes. Ils avaient moins d'impact, moins d'utilisateurs. En un an, on avait 10 fois plus d'utilisateurs qu'eux, 10 fois plus de médias qui nous suivaient. On était vraiment, on avait plus d'impact, plus de tout. Et ils ont réussi à faire une levée de fonds, alors que nos chiffres étaient meilleurs. Et nous, non. Parce que c'était des mecs qui sortaient d'une école de commerce, parce que ils ont la chasse. Les mecs aussi, souvent, osent plus que les femmes dans les professionnels. Ils osent plus, ils se sentent plus crédibles. Et nous, tout de suite, on se sent moins crédible. Même quand on est salarié, les femmes, c'est prouvé, osent moins demander une augmentation que les hommes. Ben, ça se ressent aussi quand on entreprend. Donc, faut pas avoir peur, justement, au contraire. Ça doit être une force d'être une femme aujourd'hui et pas du tout se laisser impressionner par tous ces hommes en face de nous. On est bien d'accord. Girl power, moi je le dis tout le temps. C'est ça. Et on va s'en aller. Et sur un tout autre sujet, quand tu as des périodes de stress, comment tu gères? Est-ce que tu as une technique particulière? Est-ce que, je sais pas, tu fais de la méditation? Est-ce que tu lis? Est-ce que tu écoutes de la musique? Enfin, voilà, est-ce que tu as des petits trucs? Écouter de la musique, ouais, ça peut être bien, hein. C'est clair. Alors moi je vais dire, je fume une clope, mais alors faut pas, c'est pas bien, hein. C'est pas la solution. Mais ouais, gérer son stress, la méditation, ça fonctionne assez. Et c'est savoir aussi prendre du recul, rester positif, continuer à y croire et voir les choses positives qui se passent. Il y a toujours quelque chose de positif. Les petites victoires, bah, c'est toujours des petites victoires. Et il faut voir en fait ce qui avance et pas se focaliser forcément sur les échecs. Il faut les prendre en compte. Il faut savoir rebondir et rester positive et s'entourer aussi de gens positifs qui y croient. Avoir quelqu'un à la maison, un ami qui soit en dehors en fait de notre vie professionnelle, à qui on peut parler. C'est facile parce que parler finalement ça fait du bien, on évacue. Donc moi c'est comme ça en tout cas que j'arrive à gérer mon stress. Du coup, pour toi, le fait d'avoir aussi entrepris à plusieurs, ça a été aussi un moyen de gérer ton stress finalement? Parce que Ouais, vous aviez la possibilité de discuter entre vous, c'est etc. ça. Et puis souvent ça permet de se décharger, même si c'est pas forcément ce qu'il faut faire tout le temps, mais ça permet de se décharger aussi avec ses associés. Voilà, j'ai trop plein de stress, j'angoisse, etc. Je décharge. Moi, Tiffaine, mon associé, vous avez vu tout à l'heure, dès que ça va pas, le fait de parler ensemble, ça fait beaucoup de bien, quoi. C'est sûr que ça nous aide. Moi, j'aurais pas pu toute seule. C'est entreprendre toute seule, je pense que j'aurais pas pu. Vraiment. D'accord. Donc là, on va rentrer un petit peu plus du coup dans le vif du sujet de la thématique de ce soir. J'avais une question pour toi, puisque bon, pour ma part, je n'ai pas d'enfant, donc je n'ai pas de recul, je ne sais pas ce que tu peux ressentir. Mais une des premières questions que j'avais envie de te poser, c'est mener une vie d'entrepreneuse et de maman, est-ce que c'est compatible? Et est-ce que tu as aussi un certain sentiment de culpabilité? Puisque justement, comme tu disais tout à l'heure, quand on est entrepreneuse, on est limite consumé en fait par son projet. Mm. Et du coup, est-ce que tu as pu ressentir ce sentiment de culpabilité que tu n'octroyais pas assez de temps à ta famille, à ton enfant? Oui, alors c'est sûr que parfois, je rentre super tard. C'est sûr que je vois moins mon fils qui a 3 ans, je vois moins qu'une maman qui serait salariée, qui finit à 17h, c'est sûr. Parfois même, je dois travailler le week-end. Donc oui, mais après, pour compenser, les jours où je vois qu'il a besoin de moi, moi je me dis bon c'est pas grave, hein, moi j'appelle mes associés. Bon bah aujourd'hui j'arrive à midi, je prends du temps pour mon fils. Donc j'ai aussi ça aussi pour attraper cette liberté dans mon travail où je peux, aujourd'hui, c'est pas grave, hein, je viens pas, je vais m'occuper de lui. Puisque, effectivement, on a longtemps, moi, j'ai travaillé jusqu'à, 5 jours avant mon accouchement, hein, donc, pratiquement 9 mois, je travaillais encore. J'ai repris le boulot, 1 mois et demi après, même 15 jours après, j'étais au boulot puisque on avait un rendez-vous avec nos actionnaires. J'ai même fait ma première levée de fonds, j'étais enceinte. Enfin, j'étais au salon des mères, je me souviens, je croisais Cyril, enceinte de 7 mois. Donc ouais, non, on peut gérer les deux. On peut gérer les deux, mais c'est important quand même de garder du temps pour sa famille, sinon je pense qu'on regrette. On regrette. Après, ce que je me dis, c'est tout ce que je fais aujourd'hui, je le fais aussi pour lui plus tard, quelque part. Faut que ça marche, faut pas qu'on coule demain, sinon j'aurais fait ça pour rien. Mais voilà. D'accord. Et est-ce que le fait de combiner cette posture d'entrepreneuse et de maman, est-ce que ça te fait ressentir une charge mentale supplémentaire? Et si oui, comment est-ce que tu la gères? Alors je pense pas que ça me fasse. Ah oui, on a toujours plus de charges. Oui, forcément quand on a un enfant, mais
comment je le gère? Ben moi, je planifie tout, mais j'ai aussi beaucoup de chance d'avoir quelqu'un, une maman qui est pas loin, un papa aussi qui peut venir le chercher. Donc j'ai la chance de pouvoir compter en fait sur 2 personnes les jours parce que ça arrive. J'ai une erreur imprévue, j'ai un truc qui finit plus tard avec un investisseur, un truc que je peux pas reporter. J'ai la chance d'avoir quelqu'un qui peut aller le chercher à la crèche ou s'en occuper plus tard. Donc quand c'est pas le cas, quand on n'a pas quelqu'un de la famille, on peut toujours avoir une babysitter sur le coude. Voilà, c'est important d'avoir quelqu'un en tout cas sur qui on peut compter. Voilà, quand on finit plus tard, quand on a un imprévu, etc. Je pense que c'est vital, sinon ça devient ingérable. Et là, je pense que on doit beaucoup stresser. Et justement, est-ce que tu as une organisation, on va dire, de tes journées, de tes semaines, ou c'est complètement freestyle et enfin, et tu pas vraiment de règles, pour, justement organiser ta vie, ton travail? Je dirais que c'est un peu les 2, hein. J'ai quand même un planning, je m'organise quand même. De toute façon, on est obligé quand on entreprend, l'organisation, c'est quand même super important. Donc, je m'organise au mieux, mais je cache pas que parfois ça peut être un peu freestyle, hein. Enfin, ça m'est déjà arrivé de faire: «Merde, j'ai un rendez-vous, j'ai personne pour garder mon fils». Ouais, ouais, forcément, ça arrive. On reste des êtres humains et ça fait partie du jeu. Mais c'est sûr que mieux on s'organise en avance et mieux c'est. Mais c'est pas toujours possible quand on entreprend. Je pense que là, tout le monde doit le savoir. Voilà, on a toujours des choses qui arrivent à la dernière minute et voilà. Donc là, c'est un peu Et freestyle, du coup. selon toi, est-ce que, devenir mère a eu un impact sur ton business, que ce soit positif ou négatif? Non, pas du tout. Ça a pas eu d'impact. Je pense pas que ça ait eu d'impact. Ça aurait pu, pour être en toute transparence, moi, quand j'ai fait la première petite levée de fonds, quand j'ai fait rentrer un business angel, en fait, je lui avais pas dit que j'étais enceinte. Je me souviens que j'étais allée au rendez-vous, je devais être enceinte de 3, 4 mois, je cachais mon ventre parce que j'avais peur, en fait, de sa réaction et peut-être que ça se trouve, il aurait pas investi ou peut-être que ça aurait rien changé. Mais en tout cas, à ce moment-là, j'ai pas joué franc jeu. Je l'ai pas dit parce que moi, je savais que ça aurait pas d'impact sur le travail que j'allais faire, mais j'avais peur en fait de la réaction en face. Et je suis pas la seule, hein. J'ai entendu aussi d'autres entrepreneuses qui étaient enceintes au moment d'une levée de fonds et qui avaient vraiment très très peur des réactions des investisseurs en face. Après, sur les clients, je me souviens que j'étais tombée sur des femmes et qui avaient très bien compris. J'avais dit: «Ah bah non, le prochain rendez-vous, je pourrais pas, je vais accoucher». Et du coup, j'étais voilà avec des femmes, donc elles comprenaient très bien et ça n'a pas du tout posé de problème à ce niveau-là. Et du coup, le fait d'être maman, est-ce que ça a changé ou est-ce que ça a influé sur ta vision de l'entrepreneuriat, sur ta posture entrepreneuriale ou pas du tout? Non, pas le seul truc qui a changé, c'est qu'on a peut-être un peu plus de pression. Voilà, j'ai pas le choix, il faut que je réussisse, j'ai un enfant derrière, quoi, et je veux réussir, c'est pour lui. Donc peut-être un peu plus, finalement, ça m'a donné peut-être un peu plus de motivation et d'envie de me battre et d'aller jusqu'au bout. Je dirais que c'est voilà, donc c'est plutôt positif. Mmh. D'accord. Et pour les personnes qui sont là ce soir et qui ont eux-mêmes des enfants, donc que ce soit maman ou papa, est-ce que tu aurais des conseils à donner? Puisque donc pour précision, même si c'était pas forcément, clair, donc en fait, tu as d'abord créé ton business et entre-temps, tu es tombée enceinte. Mmh. Ouais. Donc du coup, est-ce que tu as des conseils justement pour réussir à gérer ces 2 choses de front qui sont tout aussi importantes pour toi dans ta vie? Bah oui, faut mettre des frontières entre sa vie professionnelle, qu'on vraiment se donner du temps à consacrer à son enfant. Et voilà, donc en fait, pour moi, il y a 3 sujets. Je dois avoir ma vie professionnelle d'un côté, ma vie de maman d'un autre, mais aussi ce qui est important, ce qu'on dit souvent, c'est ma vie de femme. J'ai aussi une vie de femme. Je suis femme avant d'être maman. Donc voilà, donc j'ai 3 aspects de ma vie à gérer, mais enfin, moi, je trouve ça très épanouissant, en fait, d'être à la fois entrepreneuse, d'être maman, d'avoir ma vie de femme, mes amis. Voilà, c'est une vie assez complète et riche, je dirais, avec les hauts et les bas, hein, mais voilà. Et d'ailleurs, ça me fait, du coup, ça me fait diverger sur une autre question. C'est là, avec le Covid, donc notamment le fait d'avoir prôné le télétravail, est-ce que toi, ça a été, une aubaine pour toi? Est-ce que tu en as profité? Est-ce que du coup, c'est plus intéressant justement pour pouvoir mener les 2 ou au contraire, est-ce que ça a brouillé trop tes frontières? Moi, ça a été dur parce qu'avec un enfant en bas âge, en télétravail, enfin, franchement, c'est ingérable, en fait, sauf pendant ces 2 heures de sieste. Donc moi, j'ai eu de la chance au premier confinement, j'étais entourée, donc j'ai pu continuer à travailler. Et puis nous, là, aujourd'hui, je fais plus du tout, enfin, depuis juin 2020, j'ai plus du tout fait de télétravail. Moi, j'ai de la chance d'être à côté, d'avoir mes locaux à côté.
Donc moi, je suis pas en télétravail. Nos salariés aujourd'hui, parce qu'on a 6 salariés, aujourd'hui, j'aurais laissé le choix. Si vous voulez venir, vous pouvez venir. Si vous restez en télétravail, il y a aucun souci. Et eux font le choix de venir presque tous les jours de la semaine. Donc nous, le télétravail, on n'en fait pas beaucoup. Donc D'accord. ça a pas trop changé notre façon de bosser. OK. Et donc là, si on refocus un petit peu sur ton entreprise, justement, tu parlais de communication tout à l'heure et que c'était important. Comment est-ce que tu communiques sur ton business? Bah, comment est-ce que tu communiques auprès de tes clients? Et est-ce que du coup, tu as une stratégie, commerciale et ou de communication particulière? Alors nous, comme on a 2 aspects, donc il y a ce qu'on appelle le B2C, donc la plateforme grand public. Ça aujourd'hui, ça marche un peu tout seul. On a 243 000 utilisateurs, on a à peu près 200 nouveaux inscrits par jour. C'est parce que cette partie-là est assez médiatisée, hein. Le troc, les systèmes de consommation alternatifs, c'est quand même vraiment dans le vent, enfin, très actuel. Donc du coup, ça, on communique, voilà, on a nos réseaux sociaux, etc. Sur la partie B2B, donc les plateformes qu'on développe pour des clients, là, on a des commerciales qui s'en occupent. On a des commerciales qui démarchent sur LinkedIn. C'est vraiment en fait soit des gens qui arrivent directement, qui connaissent un peu, qui ont entendu parler de solutions, donc ils arrivent nous voir, c'est des prospects qui entrants. Soit sinon, c'est nous qui allons les chercher un par un. C'est les commerciales qui vont les chercher un par un. On n'a pas de communication particulière sur ces deux activités. Mais au tout début, c'est moi qui allais toute seule contacter les influenceurs, les pages Facebook, les sites. Je passais ma vie sur Facebook, sur Internet. Ah, vous connaissez ça, j'ai lancé ça, etc. Et c'est comme ça qu'on a démarré. Ça marchait plutôt bien parce que du coup, les gens sont touchés. Voilà, je viens de commencer, j'essaye de faire un truc bien, chouette pour la planète, chouette pour les gens. Et du coup, voilà. Alors sur 10 mails qu'on envoie, on a 2 réponses, mais déjà 2 réponses, bah, c'est bien, ça fait 2 personnes qui parlent de nous et voilà, ça nous coûte que le temps qu'on y met. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé ma stratégie de communication. Donc du coup, si je comprends bien, tu comptais quand même et tu comptes encore aujourd'hui aussi sur le bouche à oreille quand même? Ouais, beaucoup de bouche à oreille, hein. Même sur l'aspect commercial, c'est beaucoup. C'est SNCF qui a été notre premier client Mmh. et ils ont beaucoup parlé de nous et on a eu d'autres clients grâce à ça et puis sur la partie B2C, pareil, c'est beaucoup de bouche à oreille. D'accord. Mmh. Et en tant qu'entrepreneuse, qu'est-ce que tu aimes le plus et qu'est-ce que tu détestes le plus? Alors ce que j'aime le plus, c'est c'est en fait c'est d'avoir créé quelque chose, quoi, quelque chose qui fonctionne, quelque chose, créer de l'impact en fait. On a créé de l'impact, on a créé des rencontres, ces objets, c'est ce côté-là qui est valorisant et gratifiant en fait, d'avoir réussi à construire quelque chose. Et puis ce que je déteste le plus, c'est devoir sans cesse courir après l'argent. Donc ça c'est vraiment épuisant en fait. C'est épuisant, mais c'est vital. Voilà. Donc moi qui en plus ai monté un truc un peu pas contre, mais voilà, c'est un peu anti argent et finalement je suis tout le temps obligée de courir après pour faire vivre le truc. Donc voilà, c'est usant, mais bon. Après quand on a des victoires, par contre c'est juste génial quoi. Quand on a réussi Ouais. à avoir notre premier client, quand on a réussi à faire notre première levée de fonds, on est aux anges quoi. Ça c'est y a aucun mot pour décrire ça. Ouais, tu vois que ton Mmh. travail a payé, c'est très gratifiant, C'est sûr. On se dit tous voilà, ces putain. efforts que tu as fournis. C'est ça, c'est pas pour rien, toutes ces nuits d'angoisse, tous ces week-ends sacrifiés, on se dit: «Putain, là, j'ai réussi à faire un truc, là». Mmh. Et du coup, un peu le revers de la médaille, on va dire, est-ce que tu as vécu des échecs? Et du coup, quels sont-ils et comment est-ce que tu as rebondi, justement? Bah, j'ai vécu, on a vécu plein d'échecs, hein. C'est pas qu'un, on a vécu plein d'échecs, on a perdu des gros clients qui étaient prêts à signer et qui finalement ont signé avec, des gens qu'on crée même de la concurrence, parce que c'est des gens qui faisaient pas ça. On a eu des échecs avec, là, dernièrement d'ailleurs, on était sur une levée de fonds, c'était presque oui, et puis finalement c'est non. Donc quand on passe à côté de 1,5 million, on se dit: «Putain, merde, comment je vais faire?» Donc pendant une semaine, on est en dépression, totale et puis on se dit: «Ben non, mais c'est pas grave, faut rebondir» et en fait, c'est là où on voit un bon entrepreneur, c'est à sa résilience, en fait. C'est là où on voit les bons et les gens qui vont tenir. Alors nous, on se compare souvent, on dit: «On n'est pas une licorne, on est des super cafards», mais les cafards, c'est hyper résistant, en fait.
Donc voilà, on résiste, on résiste. Après, faut savoir aussi, nous, c'est parce que on a toujours des petites victoires. Donc, il y a la communauté d'utilisateurs qui est toujours en perpétuelle croissance. On a toujours les médias qui parlent de nous. On a toujours un client qui arrive finalement et qui signe. Donc voilà. Après, s'il y a rien qui se passe en 2 ans, il faut savoir aussi, je pense, arrêter les frais. Mais quand on voit qu'il y a des choses qui se passent, bah non, faut continuer à se battre. C'est là où c'est ça qui fait le succès, en fait. Et ta plus grande peur, justement, c'est quoi? Et comment tu la gères? Ma plus grande peur, c'est qu'on soit demain en dépôt de bilan, mais comme tous les entrepreneurs, c'est de faire faillite. Je dirais, donc comment je la gère? Je regarde ce que je déteste faire. En plus, moi j'ai démarré, je ne savais même pas me servir d'un Excel. Aujourd'hui, c'est tous les jours, je regarde mon plan de trésor. Bon, alors bon, c'est bon, ça va aller. Donc faut bien gérer son plan de trésor. C'est comme ça que, et puis anticiper. C'est-à-dire que c'est pas à 2 mois du dépôt de bilan qu'il faut réagir. C'est aujourd'hui, nous, on a 8 mois de trésor devant nous, mais je commence déjà à anticiper. Bon, putain, avec la crise, on a moins de clients, donc là, faut s'organiser, on revoit le produit. C'est vraiment ce qui fait le succès d'un entrepreneur, c'est sa capacité à rebondir, à être résilient, à rebondir, à anticiper, je pense, et à savoir s'entourer aussi. C'est super important. Le choix de ses associés et de ses premiers salariés, c'est déterminant en fait, surtout de ses associés d'ailleurs. Mais oui, du coup, c'est aussi, être assez humble pour reconnaître aussi quand est-ce que ça va enfin, pour se remettre en question aussi. Ah ouais. Et parce que, tu sais, tu en as qui mettent quand même la tête dans le sable, qui font l'autruche et qui se disent: «Non, non, non, ça va y aller». Ils veulent pas mettre le nez dans les finances et cetera, et donc ça, c'est le Bah non, meilleur mais moyen ça, pour se c'est mieux. cracher. Ah ben complètement, complètement. Non, non, faut regarder la vérité en face, faut savoir se remettre en question. Voilà. Moi, je sais que j'ai pas été parfaite sur plein de trucs. Je reconnais parfois des choses que, voilà, je reconnais mes échecs, mais faut savoir aussi reconnaître aussi ses victoires. C'est-à-dire qu'il faut savoir se remettre en question, mais savoir se dire aussi avoir confiance en soi. Enfin, voilà, moi, tout ce que j'ai fait, c'est pas rien non plus. Je suis arrivée à quelque chose. C'est aussi important que de se remettre en question, d'avoir confiance en soi et de s'estimer et de s'aimer, en fait. Oui, donc en fait, C'est pour pas toi, facile. finalement, la posture d'entrepreneur, c'est aussi très lié quelque part, au développement personnel, en fait, de soi-même. Je pense, ouais, ouais, c'est très mental, c'est sûr. C'est sûr. Il faut être bien dans sa tête, dans sa peau. C'est pas toujours facile, hein. Moi, je suis pas, voilà, je suis pas tout le temps bien dans ma peau comme tout le monde, mais voilà, faut savoir s'aimer et ça, c'est souvent quand on est entrepreneur, et ça, j'en reviens aussi au parallèle avec la vie d'artiste, on se voit souvent aussi dans les yeux des autres. Et du coup, c'est vrai que moi, quand j'ai un message d'amour d'un utilisateur, tout de suite, oh super, et ça me redonne du baume au cœur et envie de continuer à aller encore plus loin, en fait. Mm. D'accord. Pour toi, quelle serait la définition du succès professionnel? Bah, le Ou su plus large? mmh, c'est pour moi, c'est d'en vivre, en fait, déjà. C'est de réussir à en vivre. Alors moi, je dis ça, mais je suis restée 3 ans sans salaire, hein. Les 3 premières années, j'ai pas eu de salaire. Ça a été très dur. Mais aujourd'hui, j'en vis. On a réussi à créer de l'emploi. Donc, même si on n'est pas millionnaire, pour moi, c'est déjà un succès puisqu'on a réussi à faire quelque chose qui fonctionne. On a réussi à avoir des salariés, on a réussi à en vivre pas trop mal. On n'est pas encore riche, mais voilà, bon, déjà, c'est un succès et puis c'est par étapes. Voilà, faut pas vouloir tout de suite aller plus loin, c'est par palier. Mais il faut savoir viser aussi les étoiles et avoir une grande ambition. Je pense aussi, voilà, c'est important d'avoir beaucoup d'ambition pour réussir au moins les premières étapes. Je suis bien d'accord. Hem, Quel a été le moment le plus satisfaisant de ta vie d'entrepreneuse à ce jour? Bah, je dirais que j'en ai quand même eu plusieurs. J'en ai eu plusieurs. Il y a eu, la première fois où j'ai été invitée, alors c'est peut-être un peu pour mon ego, mais la première fois où j'ai été invitée à l'ONU, et d'avoir pu présenter, Might Rock, parmi tous ces gens, incroyables qui portaient des initiatives vraiment, géniales, brillantes, impactantes, et dans ce lieu, mythique, moi, ça a été vraiment un des plus beaux moments de ma vie d'entrepreneuse. Et puis aussi, ça a été la levée de fonds, la première levée de fonds qu'on a faite l'année dernière. Ça a été aussi un grand moment chez MyTrock.
Voilà. Une vraie reconnaissance finalement Ouais, des autres, de tout le travail que tu as pu faire, c'est et ça. que tu essayes d'amener, C'est au ça, parce quotidien. qu'on a tellement galéré pour faire cette première levée de fonds. On s'est mangé tellement de noms ou de gens qui nous ignorent, hein, tout simplement, ou des j'investis pas sur les femmes, que voilà, quand on a réussi à faire cette première levée de fonds qui a été épuisante, hein, c'est quand même épuisant de faire une levée de fonds, mais ouais, ça a été un grand moment de convaincre De les premiers investisseurs. Ouais. Ah ouais, de belles réussites, je comprends. Ouais. Et à contrario, est-ce que tu as des regrets? Alors des regrets, faut pas en avoir, quoi. Faut avancer. Moi, j'aime pas avoir trop des regrets, mais si je pourrais revenir sur un truc, c'est que j'aurais peut-être commencé par faire une application mobile, par exemple, pour MyTroc, au lieu de faire un site. Parce qu'aujourd'hui, on l'a toujours pas sorti. Et une application mobile, c'est 10 fois plus utilisé. Donc, je me dis, ouais, si on avait fait l'application mobile, aujourd'hui, on serait pas à 243 000 utilisateurs, mais on serait peut-être à 2 millions. Bon, bah, c'est pas grave. C'est fait, j'avance. Et puis, l'application, on la sortira et puis on rattrapera notre retard. Et puis, voilà, tout ce qu'on a accompli, c'est déjà ça. Mmh. Et donc du coup, la dernière question pour finir, si tu avais un seul et unique conseil à donner ce soir à tous nos entrepreneurs, quel serait-il? C'est y croire. Pour moi, c'est y croire. C'est y croire, vraiment. Puis c'est comme je disais tout à l'heure, aussi capacité à rebondir et à s'adapter. Super, c'est ce qui est super important aussi. Mais faut y croire, vraiment. Sinon, ça sert à rien. Sinon, on n'y arrive pas de toute façon. Donc moi, j'ai toujours cru et parfois non. Enfin, j'ai toujours cru oui. Il y a des fois où on est là: «Ah non, j'y crois pas, ça marchera pas finalement». Puis non, non, je me dis: «Non, non, oh, ça va pas, ça me ressemble pas ça. Non, non, moi j'y crois et j'ai bien raison d'y croire parce que, voilà, ça fonctionne et on a quand même fait un sacré bout de chemin, depuis 5 ans, un peu plus de 5 ans maintenant. Ouais, donc du coup, en fait, on revient aussi sur cette notion de résilience Ouais, et d'avoir cet objectif que tu disais, viser les étoiles et en même temps, entre-temps, d'avoir ces petites étapes, pour faire des petites victoires et jusqu'à, la c'est ça. victoire ultime, en fait. Ouais, et c'est super important aussi de noter toutes ces idées, de tout noter, ce qu'on doit faire, les idées, et cetera. Noter sur papier les objectifs, qu'on veut atteindre, c'est super important. Rien que de l'écrire, en fait, c'est important. Moi, j'ai toujours plein de voilà, j'ai tout noté, enfin, ça aussi, il faut le faire. L'exercice de la visualisation. Voilà, exactement. Même on m'a même parlé, j'ai pas encore fait, mais à ce qui paraît, ça marche, c'est s'écrire une lettre pour dans un an. Écrire une lettre comme si on y était en fait. Bah, aujourd'hui, j'ai levé 1 million, je suis contente, j'ai 3 millions d'utilisateurs, je vais sur le plateau de TF1 ce soir. Voilà, se faire une lettre, se projeter dans un an après en fait. Et ça, je vais le faire. Ça, je le conseille. Et, même pour sa vie personnelle, apparemment, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. Ouais, parce que, bah, Mm, on rebondit un petit peu, du coup, sur cette notion de développement personnel et de mm. s'aimer soi-même, en fait, aussi. C'est ça. C'est ça, c'est qu'au-delà Mm, de se voir à travers le regard des autres, ça te permet aussi de te voir à travers ton propre regard. c'est ça. Mm. Donc super. Bah, écoute, je te remercie. Pour ma part, je n'ai plus de questions, donc maintenant je laisse, la parole, aux autres entrepreneurs qui sont là ce soir. Je viens de Heu voir, c'est la Rachida Dati des startups. Pourquoi? Pourquoi Rachida Dati? ah ça, je ne sais pas, il y a que Cyril qui peut savoir. Mais du coup, maintenant si vous avez des questions, c'est le moment, la parole est à vous. Donc allez-y, je vous en prie. Pas de question, ça veut dire que j'ai été super claire. Ouais, non, moi j'ai pas de Mm. questions. Je, euh, je revis après à travers ce que tu nous racontes. Parce que moi, c'est pas ma première aventure entrepreneuriale. Alors, c'est sympa de revivre. Moi, j'ai racheté une entreprise où j'avais ma fille qui avait 1 an, 2 ans, et mon fils qui avait 1 an. Bah, ça ne m'a pas empêché de le faire. Mais c'est vrai que je l'ai fait parce que l'entreprise dans laquelle je me trouvais, elle ne m'aurait pas confié des responsabilités compte tenu que je venais d'accoucher et que Mm. 2 fois de suite. Tu vois. Ouais, Donc ouais, non, c'est pas incompatible. Et c'est vrai que c'est ce que tu disais tout à l'heure. Après, c'est la qualité des moments qu'on partage qui compte. Il y a des c'est gens qui sûr. sont tout le temps sur le dos de leur gamin et en fait, la qualité du temps qu'ils partagent, elle est merdique. Alors, c'est pas Mm. mieux, hein. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Mm. Donc voilà, c'est cool.
Bravo. Merci. Vous avez embauché à quel moment? On a recruté, en fait, du coup, en 2015, de 2015 à 2018, on était deux, en fait, donc sans salaire. On a fait, quand je parlais de levée de fonds en 2020, en fait, entre-temps, j'ai quand même eu un business angel qui nous avait vu en décembre 2015 sur BFM, que j'ai pas arrêté de suivre, qui m'a fait une misère totale, et il a fini par mettre un billet en 2017, à l'été 2017. Du coup, on a recruté notre première commerciale qui est devenue associée en janvier 2018, au moment où j'accouchais. Donc, en plus, ça s'est bien fait, quoi. Et donc, voilà. Donc, notre premier recrutement, ça a été en 2018. 2019, on s'est salariés, tous les deux avec Julie Kael. Donc, on était 4 salariés. On a recruté un deuxième développeur. Ok. Et Ouais, 20, vous avez embauché avant de vous salarier vous-même, quoi. Ah oui, ouais. Ouais, je me souviens même qu'à l'époque, on payait des stagiaires et ils avaient plus d'argent que nous à la fin du mois, quoi. Donc, c'était, voilà. J'enviais même le salaire des stagiaires. Ouais. Top. Ouais, non, mais c'est super de se remémorer ça, en fait, quelques temps. Et tu parlais de la lettre, en fait, moi, j'en avais écrit une, Mmh. mais je ne savais pas, hein. Je l'avais fait sans. C'est-à-dire que je m'étais dit, quand j'avais acheté la boîte, je m'étais fixé 4 trucs, en fait, à faire. 4 vraiment. Mmh. Et je l'avais écrit et je suis retombée dessus 10 ans après, sans faire C'est attention. génial, Voilà. ouais. Et c'est ça qui m'a décidé de revendre l'entreprise parce qu'en fait, je pouvais mettre un check devant chacune des lignes. Ouais, ça, c'est génial. C'est Mmh. fait, quoi, en fait. Donc ouais, le coup de la lettre, c'est chouette. Et moi, la lettre, ce serait même la lettre plutôt de où tu veux aller, quoi. Et même le truc où tu te dis, mais c'est pas demain, quoi. C'est pas après-demain. Mmh. Mais c'est ça que je veux, en fait. Et c'est vrai que de le retomber dessus 10 ans après et de se dire, en fait, ça c'est bon, ça c'est C'est bon. génial. Mmh. C'était génial. Ouais, c'était un gros sentiment d'accomplissement. Voilà. C'est, donc ouais, je trouve que ça c'est vraiment écrire. D'abord, en plus, ça te donne un cadre dans ta tête parce que finalement, tu fais que l'écrire. C'est vachement important, comme tu disais tout à l'heure, d'écrire des choses, Ouais. de les formaliser, parce que Mmh. comme un homme politique qui disait, je ne sais plus lequel, mais à partir du moment où tu exprimes, tu dis les choses, elles existent déjà. Ouais. Non, c'est vrai. À travers les mots, Mmh. elles existent. Et c'est d'ailleurs comme ça, les hommes politiques parlent des choses. Et du coup, pour nous, OK, en fait, c'est comme ça déjà, quoi. Alors que c'est pas comme ça. Mais du coup, ça crée vraiment une projection Ouais. de fou. Et donc, on va y aller un peu en en pilote automatique parce qu'on a ça qu'on a écrit Ouais. à un moment donné, quoi. Ouais, parce que ça, notre cerveau l'imprime, en fait. Enfin, Ah c'est, bah ouais, ouais, carrément. ouais. Ouais. Donc c'est vrai qu'écrire le truc fondamental que tu veux Mmh. obtenir, ouais, moi je crois que j'y crois beaucoup parce que je l'ai vécu sans. Je l'ai pas construit volontairement, tu vois, mais ouais, je pense que c'est important. Ouais. C'est super parce que bravo, hein, franchement, et je suis d'accord aussi avec toi sur un truc, c'est que je pense enfin, je suis convaincue qu'un chef d'entreprise, c'est avant tout un créateur et que c'est très proche Ouais. de la création artistique, Ouais. parce que Mmh. c'est une démarche de création tout court. Ouais. Moi, je Et suis, ouais. et de temps en temps, quand je fais le parallèle avec ça, la création artistique et le chef d'entreprise, il y a des gens qui me regardent avec des yeux bizarres, tu vois? Mais je dis: «Mais si, en fait, c'est tu toujours des choses, tu les construis, tu dis: "Ah putain et on Bah, pourrait faire ça" et cetera». Mmh. j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis, Catherine, parce qu'effectivement, moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est parce qu'on a pour le coup toutes les trois aussi cette dimension artistique de par soit notre formation, soit notre métier actuel. Euh, et je me dis, mais justement, si tu le vois via le prisme de la création, comment est-ce que tu fais pour te débloquer quand tu as justement ce syndrome de la page blanche, tu vois, et qu'il y a rien qui vient, quoi? D'où est-ce que tu sors tes sources d'inspiration justement pour te rebooster, pour te remettre, tu vois, dans ce flux, surtout avec la période du Covid en ce moment? Moi, je sais que ça m'a beaucoup plus fait fluctuer justement sur les hauts et les bas. Et je trouve que enfin, pour moi, c'est plus difficile d'être créatif parce qu'on est plus enfermé. Mmh. Ah mais c'est ça, c'est ça, on est plus enfermé donc en fait, il faut se défermer.
Et il y a plein de façons de faire. Et tu vois, je rebondis sur ce que tu viens de dire, parce que alors moi, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'avais ce matin un rendez-vous avec un client. Enfin, la commande, elle était. Donc, on était juste en train de se mettre en place parce que c'est quelqu'un qui est très occupé. Donc, il faut que je le prenne vraiment par la main. Donc, je lui avais imposé, en gros, un rendez-vous ce matin, un peu. C'est un peu ça. Il ne savait pas trop pourquoi il était là, mais après, il a compris. Et en fait, comme c'est un mec hyper qui s'implique vachement dans le truc, tu vois, il m'a dit: «Mais ça, pourquoi tu fais pas comme ça?» et cetera. En fait, il m'a fait, enfin, c'est lui, quoi, c'est à son contact. Donc, j'aurais pu lui dire: «Bah non, je peux pas, je fais pas, machin, et cetera», et en fait, je me suis dit: «Bah ouais», enfin, et je me suis dit: «Pourquoi pas?» Et en plus, avec des gens comme ça, on peut innover vraiment sans risque parce que le mec étant impliqué, il a juste envie de t'aider à faire le truc. Donc, je pense que tout à l'heure, Floriane, elle parlait d'être entourée, et la dynamique, et cetera, elle vient, des échanges qu'on a, de l'ouverture qu'on a, à ce qu'un tel va dire, à ce que bidule va dire, et de se dire: «Ouais, OK, aujourd'hui, on fait comme ça, mais si on faisait autrement demain, et ça demanderait quoi? Et ça ferait quoi?» et cetera. Puis finalement, on obtiendrait autre chose, carrément. Et en fait, lui, il m'a fait ce matin, évoluer sur un et en plus, le pire, c'est que parfois, tu as déjà des idées qui sont dans ta tête, machin, et cetera, mais tu as besoin qu'il y ait quelqu'un qui te dise: «Bah ouais, en fait, mais vas-y, quoi, ça, c'est une bonne idée parce que moi, ça m'intéresse». Et là, voilà, ce matin, j'ai un packaging, donc j'ai évolué sur mon packaging pour créer un packaging, qui valorise vraiment le produit, et que la personne qui reçoit le truc, elle se rende compte déjà, rien qu'en l'ayant, sans avoir ouvert, que putain, c'est un truc de fou. Et ben lui, il m'a dit: «Ouais, mais moi, je suis», comme il est beaucoup dans le durable, et cetera, il me dit: «Ouais, mais ton enveloppe là, en fait, elle marche qu'une fois. Qu'est-ce que tu pourrais proposer? Une consigne, un truc qui fasse que l'emballage, il soit à la fois valorisant, mais en même temps, on va pouvoir en faire autre chose après, et cetera, et cetera». Et donc il me parle de bois, il parle dans tous les sens et tout. Et à un moment donné, il me parle de tissu, et là, je fais tilt avec des nanas que j'ai vues il y a 2 ans, qui s'appellent Belle Honorée, et qui ont lancé, en fait, un concept d'emballage tissu sur la base, d'une technique de pliage, asiatique. Heu et du coup, là, ce matin, et il m'a dit: «Écoute, si tu arrives à me faire ça parce que le projet, c'est pour le mois de mai, là». Il me dit: «Si tu arrives à me faire ça pour le mois de mai, si tu me modélises le truc, moi, j'achète». Donc, je me dis: «C'est cool, je vais le faire, quoi». Je vais le faire parce qu'il y a quelqu'un qui est intéressé. Du coup, voilà, hop, bah, je savais pas ce matin que j'allais innover sur mon packaging. La vie d'entrepreneur. Ouais, Génial. mais par contre, ça m'éclate, quoi, voilà. À Ouais. la limite, même d'ailleurs, Mmh. tout ce qui peut paraître tout à fait prioritaire passe au second plan, parce que ça me fait juste, kiffer. Et donc, voilà, c'est pas grave, il y a des tas de choses qui peuvent attendre. Et enfin, en tout cas, de toute façon, là, j'ai pas commencé tout de suite. En tout cas, j'ai lancé le truc pour qu'il se passe un truc. Donc, Mmh. j'ai contacté la nana, elle va me rappeler, et cetera. Enfin, voilà, donc je pense que faut rester en contact, et tu vois, même ce soir-là, ce qu'on fait, Mmh. ça ça faut faire circuler l'énergie. Et puis voilà, c'est essentiel, parce qu'on doit être à l'initiative d'idées, quoi. En fait, on doit, faire avancer son propre truc, on doit sortir de sa zone de confort. Mais c'est là aussi où tu as toute la subtilité, très fragile de l'équilibre entre le fait d'avoir une vision, avec une idée quand même plus ou moins précise de où tu veux aller et comment tu veux y aller, et en même temps d'être assez humble pour, valoriser l'opinion des autres qui ne sont pas forcément en accord avec toi et qui peuvent en fait te donner aussi des bonnes idées. Comme tu là, par exemple, tu as eu le cas avec ton client. C'est c'est dur aussi, hein, d'arriver à avoir l'intelligence pour, fluctuer entre les 2. C'est pas Mais en fait, facile. je pense que, enfin, moi, tu vois, la question que je me pose à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui me dit: «Tiens, tu pourrais faire ça». Je me dis: «OK, super, ouais, je pourrais faire ça». En quoi ça se met au service de mon truc? Et donc, quand il m'a parlé de bois, il m'a parlé de différents trucs, et cetera.
je me suis dit: «Bois, c'est lourd, ça transporte». Donc moi, effectivement, j'ai envie d'aller dans le sens de, proposer quelque chose qui soit durable. De toute façon, le concept du cadeau que je propose, c'est un concept, totalement anti, société de consommation, en fait, puisqu'on est, dans quelque chose de, qui c'est pas un objet qui va servir, c'est un objet qui va soutenir, qui va apporter du enfin, enfin bref, c'est pas, Oui, il est pérenne et intemporel, en fait, ton ouais, voilà, enfin bon, c'est un truc, et c'est complètement, enfin, je veux dire, je vais pas faire 3 000 000 je vais pas faire 3 000 000 de bouquets de mots par personne, tu vois? C'est quelque chose qui est, enfin bon, bref, c'est ça, voilà, la société de consommation, c'est pas mon truc. Et donc, tout ce qui va dans ce sens-là, pour moi, c'est important surtout que mon support, il est métallique, donc c'est quand même, il est transporté, il y a des choses que je peux pas éviter. Donc je me dis, ouais, tout ce qui va dans le sens de d'apporter d'apporter cette image de durabilité, à mon projet, et ben, c'est important. Et dans tout ce qu'il me proposait, finalement, je me disais: «OK, dans le bois, ça marche pas parce que ça fait des allers-retours». Les allers-retours, c'est terrible. Là, c'est un truc de fou, le transport, quoi, en ce moment, c'est un mmh. truc de malade. Et Floriane, toi, pour ta Mmh. part, est-ce que comme Catherine, tu es un petit peu dans cette même dynamique où tu te nourris en fait des idées, des propositions des autres et que bah, tu t'octroies ces moments de brainstorm avec eux et est-ce que tu arrives, toi, du coup, à avoir un peu cet équilibre entre justement ta vision et en même temps les avis que peuvent te donner les autres? Alors, ouais, il y a du pour et du contre. C'est-à-dire qu'il faut quand même tenir sa vision et pas se laisser trop parasiter parce que tout le monde peut avoir des idées, machin. Après, on peut partir dans tous les sens si on n'y arrive pas. Ouais. Mais en même temps, exactement, moi, je suis pas la seule à avoir la science infuse et les gens autour de moi qui connaissent ce projet peuvent aussi avoir des très bonnes idées. Et par exemple, hier, j'étais avec mes 3 alternants là et notre nouvelle stagiaire. Puis j'arrive, je commence à parler d'un truc et puis on parle d'un autre truc et puis finalement, on est resté 1 heure et demie à parler. Ça nous a vachement motivés. Il en est ressorti 2 idées géniales, mais vraiment incroyables que du coup là, on va lancer, on va commencer à travailler dessus. Donc ouais, en fait, faut savoir gérer quoi. Faut pas tout prendre parce que faut s'en tenir aussi à ses objectifs, etc. Mais moi, je suis toujours la première à même à demander l'avis des autres. Voilà. Après, moi, j'ai ma vision, je prends ou je prends pas, mais ouais, c'est important de. Et du coup, en fait, Mm. finalement, tu te poses la même question que Catherine se pose à chaque fois. Est-ce que ça va être utile et pertinent pour mon produit, pour mon entreprise? Ouais, ça, on apprend de plus en plus à le faire. Au départ, on a tendance à faire des trucs, c'est de la perte de temps, ça sert à rien, etc. Aujourd'hui, à chaque fois que j'ai un truc ou même une demande d'interview ou de machin ou de contact, je pèse le pour et le contre. Je suis obligée de dire, voilà, le temps que ça va mettre, qu'est-ce que ça va me rapporter derrière. Au Oui, départ, je faisais pas assez, je perdais un temps incroyable avec bah, plein de choses. ça, Mm. ça me fait penser à une question que j'avais posée à une autre personne qui est venue en interview justement sur la thématique de la résilience. Et est-ce que toi, ça t'est justement déjà arrivé de dire non, en fait, qu'on te fasse des propositions ou tu refuses un client, mais tu dis non parce qu'en fait, ça ne matche pas Ouais. avec ta vision, avec tes valeurs, avec ton ambition? Ouais, ça nous est déjà arrivé avec des clients. Pourtant, on était là, putain, il faut qu'on rende de l'argent, il faut qu'on rende de l'argent. Mais ce qu'ils nous demandaient de faire, ça allait nous prendre trop de temps. Ça allait pas être assez rentable et on se serait perdu dans un truc. Donc ouais, il faut absolument. Et moi, au départ, ça, je faisais pas assez. Maintenant, aujourd'hui, j'ai appris à le faire. Et, tout ce qui apporte pas à l'entreprise, bah non, tant pis, Ouais, quoi. mais c'est ça ce que tu dis. Enfin, Mm. je me permets de rebondir parce que c'est pas ce qui apporte financièrement, c'est ce qui apporte au sens essentiellement de servir, Ouais, ça peut être plusieurs, ça peut être aspect financier, mais autre ouais, chose. ouais. Après, il faut savoir aussi être philanthropique, etc. Tu vois, sinon je serais pas là ce soir. Mais voilà, il faut savoir aussi donner. Moi, en plus, on est dans le don, dans le troc, donc voilà, je donne quand même un peu, mais moins qu'avant. Et je fais plus tout et je touche plus à tout parce Ouais, que et puis quand tu c'est pas donnes, possible. Mm. quand tu donnes aussi, c'est parce que derrière, il y a quelque chose qui donne du sens à ce que tu Mm. fasses, tu vois? Voilà, Pas forcément un sens, économique, mais un sens, ouais, enfin un sens quoi. Enfin, c'est ça. l'action, il faut qu'elle ait un sens par Mm. rapport à, C'est ça. Et que ça me fait. Et justement, Florence, c'est quelque chose de tout bête, mais il y a tellement de choses qui viennent derrière. Comment est-ce que tu dis non, sans pour autant, tu vois, froisser la personne, et cetera? Qu'est-ce que tu mets en avant
Bah là, par exemple, là, on a beaucoup de demandes sur back-office par mytrap.fr d'étudiants qui veulent que je réponde à leurs questions et tout. Mais ça, je l'ai fait au moins 10 fois. Répondre, prendre 1 heure et demie pour les étudiants, pour leur thèse, etc. Aujourd'hui, c'est mort, je ne le fais plus. Sauf pour l'ami d'un ami ou machin, ou par exemple le cousin de Cyril, il a besoin de savoir quelque chose, je vais le faire parce que voilà, je connais, parce que. Mais aujourd'hui, bah non, bah, comment je fais? Je suis un peu lâche. Je demande à mon alternant qui s'occupe de ça, de dire, bah voilà, non, non, tu dis que la fondatrice a pas le temps, quoi, et qu'on viendra vers cette personne si on libère du temps. Mais non, moi, maintenant, j'ai appris à dire non, quoi, franchement. Oui, parce que Mm. c'est vrai que déjà, c'est difficile de dire non, c'est Ouais, qui s'apprend. Et deuxièmement, c'est que c'est très corrélé aussi à l'image, à la notoriété. C'est qu'on a peur aussi, quand on dit ouais, non, d'endommager la perception de l'entreprise et du coup sa notoriété. c'est Donc, ça. Mais quand on pèse le pour et les contre, par exemple, là, j'ai une étudiante qui va me demander 1 heure et demie de mon temps, ce que j'ai déjà fait. Là, je préfère mettre ces 1 heure et demie de mon temps à démarcher un client, à faire les réseaux sociaux, à gagner 50 utilisateurs plutôt que gagner une utilisatrice, par exemple. C'est pareil, on nous demandait tout le temps de faire plein d'événements gratos, tout le temps avant. Putain, mais on s'est tapé des événements dans toute la France, quoi. On dépensait de l'argent, on perdait du temps, ça nous rapportait 10 utilisateurs. Mais ça, c'est terminé. Enfin, là, vraiment, maintenant, bah non, c'est non. Enfin, je peux pas, j'ai pas le temps, désolé. J'y mets les formes, hein, toujours. Nous, on est toujours très gentils, très bienveillants. Mais voilà, c'est non, le temps, c'est vraiment ce qu'on a de plus précieux, quoi, quand on entreprend. Donc moi, je ne perds plus mon temps quand ça rapporte pas derrière. C'est plus possible. Faut vraiment apprendre, faut apprendre à dire non, sinon on peut pas y arriver. Enfin, en tout cas, moi, j'ai appris, hein, j'ai appris à dire oui, non et à j'ai gérer mon conscience, temps, hein. c'est un apprentissage pour tout le monde, hein, Ouais. à dire non, hein, ça, Mais même dans sa vie personnelle, en fait, hein. Faut apprendre aussi oui, à dire non dans sa vie personnelle, hein. Mm. c'est vrai. Est-ce que quelqu'un veut rajouter un petit mot de la fin? Sinon, je vais clôturer parce qu'on arrive quasiment en fin de session. Moi, J'ai perdu. Ah, il y a Cécile. ouais. Alors, moi, je pas spécialement de questions. Je voulais juste remercier pour l'intervention Merci. Je pense que la semaine dernière, je disais que moi, j'aime bien ce type d'intervention parce que ça, enfin, en retour d'expérience, ça permet en fait d'avoir une vision à 360 degrés sur l'entrepreneuriat, sur ce qui nous attend. Donc voilà, merci beaucoup pour ton expérience, pour ton il y a déjà pas mal de points que, voilà, enfin, que moi je commence à rencontrer. Et donc, voilà, peut-être que ça me permettra d'anticiper un certain nombre de choses. De toute façon, je voulais juste dire merci. Merci. Et l'important, c'est vraiment de croire en son projet et de croire en soi. Il y aura toujours des gens qui vont dire ah mais non, ça va pas marcher. Il faut croire en soi et croire en son projet. Et les échecs, c'est pas grave. Les échecs, ça sert. Il faut qu'on s'en serve. On a des échecs, et ben on s'en sert pour rebondir, pour être encore plus fort, pour avoir plus d'expérience, etc. Pour plus reproduire les mêmes erreurs. Mais vraiment, le plus important, c'est de croire en soi. Vraiment, moi, je pense. Du coup, Floriane, tu as Sophie qui te dit aussi merci beaucoup, ça fait du bien, c'était Voilà. super intéressant et Merci. merci pour ce temps si précieux. Voilà, donc je pense que avec ces dernières affirmations, on arrive sur le mot de la fin. Donc, je vous remercie à tous d'avoir été présents. Floriane, merci beaucoup pour ta participation. J'ai Merci. beaucoup aimé échanger avec toi, c'était super.